Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Et voici la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours le 18 avril 2018. Le 20 avril, on est le 18 ou le 20 ? Le 20 avril 2018. 18 avril 2002 à Atlantis, le centre en compagnie des étudiantes du CFA Esthétique et Coiffure de Saint-Herblain. Et c'est le moment sympa où tout le monde se retrouve autour du studio avec aussi bien les journalistes en devenir que les invités qui nous ont rejoints et puis également des témoins qui vont nous raconter combien il est important pour eux d'avoir expérimenté. Celui qui sait quand combattre et quand s'abstenir sera victorieux. C'est une formule qu'on utilise souvent en politique. Elle est signée Sun Tzu. C'est un général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il me semble bien que c'était le 6e siècle. Ouais, en tout cas, on la sort à toutes les sauces. On sait enfin qu'il l'a écrite. Et pour autant... C'est lui qui est l'auteur de, si je me souviens bien comme ça, de manière totalement intuitive, L'art de la guerre. Hein, ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord. Oui. Bon, en tout cas, celui qui sait quand combattre et quand s'abstenir sera victorieux. Évidemment, ça pose une question absolument fondamentale. À quel moment il faut que j'agisse ? À quel moment il est préférable que j'expérimente ou au contraire que je réfléchisse ? On va peut-être se poser un petit peu cette question-là. Si vous passiez vous-même à l'action et si vous lâchiez le mental pour connecter davantage vos émotions à l'expérimentation, qu'est-ce qui se passe quand on expérimente ? Comment on gère sa sortie de zone de confort ? Comment gérer les risques d'erreur, les peurs de l'échec dont on parle assez souvent ? On dit souvent qu'il faut réhabiliter l'échec. Mon œil, c'est pas toujours facile. On vous demandera peut-être à vous les invités de nous dire quel est votre secret en la matière. On va en discuter avec les étudiantes en esthétique et puis nos invités. Et puis tout d'abord, toutes les trois, Louise, Mélodie et Maëlys, avec des invités que vous avez contactés pour préparer cette émission et qui vous ont parlé de leur façon à eux d'expérimenter. On va commencer avec Coralie, Thomas et Tom, qui sont tous les trois lycéens et qui ont été accompagnés par Entreprendre pour apprendre dans le cadre de la création d'une mini-entreprise. Oui, donc vous êtes 3 étudiants, vous avez participé à Entreprendre pour apprendre. On aimerait savoir en quoi ça consiste, quel est le principe et comment l'avez-vous connu ? Alors c'est un organisme qu'on a connu via nos professeurs, donc qui nous l'ont proposé en début d'année. Donc ça consiste à créer son entreprise sur le cadre scolaire, donc avec l'ensemble de la classe. On a choisi, on était en toute autonomie, donc c'est-à-dire qu'en début d'année, on a choisi notre produit qu'on allait commercialiser et la façon dont on allait le commercialiser et tout la communication. Enfin, on a vraiment choisi tous les aspects de notre entreprise. C'était quoi l'idée de votre projet et comment ça vous est venu l'idée ? Alors, au début, on a eu un autre projet que celui qu'on va vous présenter après. On a commencé par des plateaux en bouchon et qui avaient eu à l'époque une majorité des voix. Malheureusement, ce produit a eu quelques problèmes au niveau et de la conception et de l'entente de toute la classe. Du coup, en cours de route, on a abandonné ce projet parce que ça faisait vraiment, ça semait un bazar pas possible. Beaucoup de gens ont quitté l'entreprise. Ça se traduit par quoi le bazar ? Beaucoup de gens ont quitté l'entreprise. Ouais. Beaucoup de notre classe, du coup, ont abandonné le projet. Du coup, on a décidé d'arrêter celui-là et d'en recommencer un autre, là justement au mois de janvier. On a recommencé un projet et on a revoté pour reprendre un produit qui, cette fois, s'est beaucoup mieux passé du coup. On a eu une demande extrême sur ce produit-là. Vraiment, on a eu un bon retour de ce produit-là finalement. Un très très bon produit. Du coup, expliquez-nous votre produit actuel. Alors en fait, on a créé un bracelet. Alors c'est un bracelet qui va permettre de soulager notre poignet, en fait à forte utilisation d'un ordinateur ou à l'écrit. Il est fait 100% coton et avec des graines de lin à l'intérieur, donc il y a différents motifs. Il peut se mettre au four à micro-ondes ainsi qu'au congélateur pour vraiment avoir sensation de chaleur ou de fraîcheur. Voilà, pour que ça relaxe vraiment le poignet. Et donc c'est écologique, donc on a récupéré toutes les matières premières pour leur redonner une autre vie. Donc c'est des tissus qui sont complètement, qui servaient vraiment à autre chose au départ. Donc on est déjà dans le recyclage, déjà dès le produit, quoi. Et on a réussi du coup à créer ce produit-là.
Et est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques étapes comment vous avez réussi à créer cette entreprise? C'est quoi l'idée? Alors c'est- l'idée, on l'a dit tout à l'heure, vous étiez parti sur autre chose. Finalement, vous arrivez sur cette idée-là. Comment est-ce qu'on passe j'ai l'impression d'être au salon des entrepreneurs, de l'idée au projet. Comment nous est venue l'idée en fait? Ouais, et puis comment on passe Comment vous avez réussi à créer votre entreprise de A à Z en quelques étapes? L'idée déjà nous est venue par un élève dans notre classe qui avait déjà qui a eu cette idée-là. Donc ensuite on a fait un vote comme pour le premier projet. On est donc parti sur ce produit-là et par la suite donc on a commencé à chercher des fournisseurs qui pourraient nous donner les graines de lin, les tissus et également les scratchs pour les fermer. Et ensuite, on les a produits avec les machines à coudre de notre lycée. Et ensuite, quand la demande est devenue trop importante par rapport à nos capacités, on a demandé donc à nos familles, à nos grands-mères, de nous aider à les coudre. Les grands-mères dans le coup. Exactement. C'est bien ça. Ça devient un projet familial. Et combien de produits vous avez vendus à peu près? Faites-nous passer les produits, si vous voulez bien, le bracelet, qu'on puisse peut-être vous en commander d'autres. Parce que vous avez dit que ce produit avait eu grand succès. Tout à fait. Alors déjà, les derniers calculs que j'ai faits, c'était au début de semaine. Ah, vous êtes le DAF? Je suis directeur financier, oui. C'est vrai? Oui. Je dis ça au pif. Eh ouais, non. Et j'ai compté, on est à peu près à 170 ventes de bracelets. Ah oui. Chaque bracelet est au prix unitaire à vente de 5 euros. Vous pouvez nous la refaire en disant au prix exceptionnel. Au prix pendant 15 exceptionnel minutes. de 5 euros. Avec On va certaines faire une réductions. séance de téléshopping. On va vous faire ça dès que je reçois le produit. 170, c'est ça? Oui, 170 bracelets vendus. D'accord. Il y a des commandes entre-temps? Vous avez reçu des Il y a eu commandes? des toujours commandes entre-temps, effectivement. D'accord. Et on s'est permis de faire quelques promotions aussi sur les produits. D'accord. De baisser le prix pour, par exemple, 2 produits achetés, le premier à 5, le deuxième à 4. Alors on a une invitée, on a Sylvie Médac qui est très intéressée là, visiblement. Elle va en commander pour toute son équipe. Oui. C'est déjà acheté. Hein. C'est déjà acheté, forcément, vous avez déjà commandé. On avait une dernière question. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Donc c'est une expérience qui est vraiment géniale à faire en fait, déjà pour toute la classe et aussi personnellement. On a réussi à s'entendre beaucoup mieux, donc à créer vraiment une relation exceptionnelle. Vous êtes entendu beaucoup mieux par rapport à avant en fait. En fait, ça crée quelque chose. Le fait de travailler tous ensemble en fait et d'être d'accord sur le même produit, ça On peut s'engueuler aussi, non? Oui, ouais. aussi. Et c'est arrivé? Oui, mais comment vous gérez ça? Les crises? Ouais. C'est bien votre truc là. Comment vous gérez ça? Ouais. C'est vrai que oui, j'ai meublé comme j'ai pu. Faut répondre. Admirer la qualité de la finition. Oui, on a un service RH qui s'occupe de ce genre de conflit. Et le plus souvent, c'est vrai? on voit ça en... Oui. Alors expliquez-nous, racontez-nous comment ça marche. Ce jour-là, il y a un conflit. Et vous appelez le service ressources humaines. C'est ça, qui gère le conflit, il tranche si oui ou non la personne qui est en conflit a raison ou pas. Et le plus souvent, on en parle à la classe finalement. Enfin, on fait sur une heure de cours, sur un début de cours, on explique le problème, on le résout, et normalement ça dure vraiment pas plus longtemps que ça. Tout le monde a sa voix au chapitre. Tout le monde a sa voix, parce que notre entreprise est une scope aussi. Ah yes, c'est ce que j'allais dire, ça sent la scope. Oui, ça veut dire que Sylvie Médac, on opte pour un statut SARL, SAS. Ça veut dire qu'on ouvre un compte en banque? On ouvre un compte en banque. En fait, il recherche des investisseurs pour un petit peu constituer le capital de départ et puis pouvoir avoir un petit peu de fonds pour démarrer l'activité. Et effectivement, auprès d'un partenaire bancaire, donc qui est la Caisse d'épargne, puisque c'était notre partenaire fondateur, ils ont la possibilité d'ouvrir un compte en banque, d'avoir un chéquier, d'avoir une vraie activité financière réelle. On n'est vraiment pas dans une étude de cas. La mini-entreprise, c'est de l'expérimentation. On fait du business. On fait du business. Et je voudrais rajouter que moi, je suis épatée par leur rebond. Leur rebond, parce que c'est une classe qui a vraiment connu des grosses difficultés, puisque 7 élèves sur une vingtaine étaient démissionnés.
démissionnaire avant Noël. Et finalement, parce que le produit n'a pas fait l'unanimité, qu'ils ont eu des problèmes comme ça a été très bien dit, hein, des problèmes de fabrication, mais ils ont su repartir, donc être force d'une autre proposition. Et peut-être que c'est une force supplémentaire pour leur équipe. Je trouve que c'est une équipe qui fonctionne très très bien, peut-être parce qu'ils ont justement connu, su rebondir, mais ils ont connu de grosses difficultés. On l'a pas Donc, précisé, chapeau, vous êtes en chapeau. quelle classe? On est en première bac vente. Première bac vente. Oui. Et cette mini-entreprise, qu'est-ce qu'elle vous apporte de plus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez compris sur vous et sur l'aventure collectif que vous n'appelez plus projet d'ailleurs, hein, quasiment, hein, dans votre vocabulaire, c'est entreprise, hein? Déjà, ça nous a appris vraiment les dessous d'entreprise. Déjà, chaque service a appris son métier. Par exemple, moi je parle pour ma part, pour le service financier, j'y connaissais absolument rien avant de commencer. J'ai appris sur le tas, on m'a donné des dossiers grâce justement aux documents de PA. Parce qu'on a reçu des documents EPA pour chaque service. Entreprendre pour apprendre, hein, pour ceux qui nous suivent, tout à fait, nous prennent en cours. Et grâce à ces documents, on a pu s'exercer à notre métier, remplir des dossiers, pour moi remplir les comptes, remplir les dépenses, les sorties, les rentrées. Il y a des postes que vous arrivez à pourvoir plus facilement que d'autres. Le commerce, j'imagine que tout le monde a voulu se jeter sur le commerce. En fait, vraiment pas, ça s'est pas du tout passé comme ça. La plupart ont directement voulu être directeur déjà de l'entreprise. Ah oui, tout le monde a voulu être chef. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui sont partis, non? Et on était assez surpris de savoir qu'il n'y a pas la moitié de la classe qui souhaitait être vraiment commercial. Donc, ah oui, d'accord. Et alors comment on gère les frustrations là quand on peut pas être chef alors? En fait, on a passé un entretien avec, c'était lié avec Entreprendre pour apprendre. Donc avec des personnes qui nous ont fait passer les entretiens et qui, eux, ont estimé qu'on était capable de faire le poste qu'on a choisi. Donc il y en a qui ont été déçus de ne pas forcément avoir le poste demandé. Ah, au final, tout ça a le été monde... ton cas? Non, je sais pas, elle se tournait vers toi. Au final, on a tous trouvé ce qu'on voulait. Quoi. Ouais. C'est Thomas? Thomas, tu es quoi toi? Ah, moi, je suis Non, tu es quoi? On parle toujours au présent. Ouais. Hein, Alors, je suis en production. D'accord. Donc, Coralie qui est directrice de production. D'accord. Donc c'est ta chef. C'est ça. Ça crée des différences du coup après dans les relations Non, on voit pas du tout la différence. À d'autres? À quand le mouvement de grève? Allez, c'est le moment. Non, mais c'est en train de nous dépeindre le monde des bisounours façon Titi Fleuris. Il y a beaucoup de hiérarchie, je trouve, dans leur organigramme. C'est vrai? Ah oui. Sur le papier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de hiérarchie. Après, dans l'entreprise, on voit pas tellement les différences. Enfin, moi, je vois pas spécialement que je suis en dessous de Coralie, justement. Non, on voit pas vraiment les hiérarchies dans le concret, quoi. Ouais. Il faudrait pas qu'il y ait autant de hiérarchie, c'est ça que vous dites, Boris? Chez vous, il y en a moins, chez Titi Fleuris? Bah ouais, nous, il y a ces personnes sur le terrain, et après, au bureau, il y a 2 niveaux hiérarchiques, quoi. Ouais, mais c'est hyper plat. Il y a bientôt 10 ans, quand vous avez lancé Titi Fleuris, il y avait de la hiérarchie. Ça rassure aussi les hiérarchies, non? Non, je dis pas qu'il en faut pas. Ouais. C'est le nombre de strates hiérarchiques qu'il faut faire le plus faible possible. Ouais, c'est ça. Il n'y en a que 3 là. Ce projet de mini-entreprise va vous mener jusqu'à la fin de la saison, j'allais dire, enfin, en tout cas de l'année scolaire. Oui, on va le fermer en mai. Fin mai, oui, on va. Ça doit être frustrant de fermer une entreprise. Qui marche bien. En plus. Ouais, voilà, c'est surtout qu'elle marche bien. Pourquoi donc est-ce qu'elle ne se assez poursuivrait pas? Parce qu'après, on va être donc en terminale et avec, on a beaucoup de stages avec le bac en fin d'année, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et puis ils vont devenir imposables, t'es fou ou quoi? Oui, j'y avais pas pensé. Non, oui, c'est vrai que la mini-entreprise, c'est un exercice pédagogique. Hein. C'est pour leur donner le déclic. Et donc là, visiblement, ils l'ont. C'est ça qui est important. Après, à vous de porter d'autres projets, de vous lancer dans une vraie aventure. Mais voilà, nous c'est vraiment Mais imaginons, je suis en seconde dans le lycée là et oui. je vois la classe de première, ça cartonne leur truc. Il y a un marché. Est-ce que je peux arriver en classe de première en septembre prochain et avec l'intention de poursuivre leurs travaux? C'est pas possible ça? Alors, Dites-nous. Ah, vous n'avez pas réfléchi à ça? Alors, en général, Est-ce que vous pouvez revendre la boîte? J'y ai pensé. Alors Nilsson est intéressé. Vous avez une offre à faire? Il va racheter la boîte. Non mais je trouve l'idée tellement géniale. C'est dommage d'arrêter là. Ouais.
Alors c'est dommage, mais voilà, nous c'est le modèle qu'on propose. Ce qu'il faut, c'est l'élève de seconde qui se dit bah, moi aussi j'ai envie de faire partie de cette aventure. Il faut qu'il le propose à son enseignant de première. Par contre, on déconseille de reprendre un projet d'une équipe parce que l'aventure, elle doit partir d'une feuille blanche. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément le côté business, voilà, bénéfice, bien sûr que c'est un des objectifs, mais c'est pas du tout le seul. Et c'est vraiment de partir de rien et d'avoir toute la création. C'est ça qui fait la fierté, qui porte les jeunes. Hein. Donc nous, on déconseille de reprendre, de reprendre déjà une mini-entreprise en activité. Louise Mélodie, Maëlys, qu'est-ce qui vous plaît dans le concept de mini-entreprise? Ben là, c'est qu'ils ont créé de A à Z leur mini-entreprise. Le produit est vraiment innovant. Ils ont réussi à trouver ce qui manquait maintenant dans cette société. Alors, on pense souvent produit. C'est souvent ce qui apparaît comme étant la caractéristique spectaculaire du projet. Ça peut aussi servir de support à manager aussi. Vous qui apprenez à manager dans votre cursus d'études. Maëlys. C'est vrai que je trouve qu'ils ont su se rendre compte des difficultés d'ouvrir une entreprise. Comme vous le dites, les conflits, je pense que personnellement, on n'y aurait pas pensé dès le début. Vous en êtes rendu compte au bout de votre parcours. Réaction, Tom? Oui, c'est vrai. Et le fait d'avoir pu contrôler ce premier conflit, ça vous a aidé à avancer et du coup à les réduire finalement au bout de l'arrivée. Vous avez des clés de lecture maintenant pour identifier les conflits, alors soit dans cette expérience-là, soit dans d'autres. Faut savoir aussi juste que l'entreprise qu'on a créée, il y a 30% des bénéfices qui vont être redonnés à une association qu'on a choisie tous ensemble avec la classe. Et donc c'est l'association ELA contre la leucodystrophie. Donc il faut savoir que vraiment tous les produits qu'on peut vendre, c'est un réel plaisir pour nous, déjà pour l'entreprise, mais aussi de savoir que les bénéfices qu'on se fait vont être directement redonnés. Ça peut servir. Un mot peut-être à Danielle Mével, votre enseignante en vente, Madame Mével. Oui, c'est ça. Merci en tout cas d'être venue avec quelques-uns de vos élèves aujourd'hui. Depuis que vous vous appuyez sur Entreprendre pour apprendre, qu'est-ce qui a changé dans votre pédagogie? Ça a tout changé cette année parce que c'est vrai, tout à l'heure j'entendais parler de zone de confort. C'est vrai que ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. C'est l'enjeu premier de l'expérimentation. On va en reparler dans un instant avec les étudiantes en esthétique. C'est la zone de confort. Oui. Moi je suis en lycée professionnel, prof de vente, enfin ce qu'on appelle les matières professionnelles. Donc c'est vrai qu'on a Rappelez-nous le nom de l'établissement qu'on n'a pas nommé. C'est le lycée ENSIA dans Nantes. Oui. Donc on travaille beaucoup par projet, mais j'avais jamais travaillé sur des projets de si longue durée, donc une année scolaire complète. En général, on intègre par exemple un projet de prospection au cours de l'année. C'est quoi le rôle de l'enseignante là, on devient un projet comme celui-ci? On devient guide, mais même pas guide, en fait accompagnateur plutôt, parce que l'objectif, c'est quand même d'essayer de les laisser faire, se confronter. Alors ça, c'est dur parce que on a tendance en général à être un peu directif quand on est prof. On a des objectifs de résultats. Quand quelqu'un expérimente, puisqu'on parle de la définition de ce verbe, ça veut dire quoi expérimenter dans cette discussion débat, et qu'on la voit, on voit parce qu'on est extérieur et on voit son processus, on se dit mais elle va se planter, elle va se prendre un mur là à un moment. C'est difficile de finalement garder le silence. J'ai du mal à garder le silence, ça ils me connaissent, mais en fait j'essaye de leur faire du coup découvrir par l'expérience des règles de mise en page, de conception d'argumentaire, de réponse aux objections. Enfin, on essaye d'appliquer du coup nos cours, donc c'est hyper adapté, le bac vente et les projets EPA, ça va vraiment de pair. Donc on essaye justement de faire avancer quand même sur le fond, mais dans une forme complètement différente. Alors une autre façon d'expérimenter, une autre forme, vous avez, Louise, Mélodie et Maëlys, préparé cette émission avec Romani, pardon, je n'ai pas votre nom, Romani, qui a participé à une action menée
en collaboration entre la ville de Saint-Herblain, la mission jeunesse avec laquelle nous produisons ces Direct Jeunes, cette émission Réussir, et Ouvre-boîte 44, ça s'appelle la CJS, Coopérative Jeunesse de Service. Et c'est à vous. Oui, en effet, vous avez eu la chance de participer à la CJS 2015 à vos 16 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est la CJS et comment vous l'avez connue? Alors dans un premier temps, je l'ai connue par des affiches qui étaient posées dans le quartier ou à la maison du quartier, pardon. Et je me disais donc vous vivez à Saint-Herblain? Oui, je vis à Saint-Herblain. Ouais. Et je me disais que je faisais rien cet été, j'allais sur mes 17 ans et à cet âge-là, c'est difficile de trouver un boulot. Et pourquoi pas créer son propre boulot? Et du coup, je me suis renseigné et j'ai fait tout j'ai candidaté pour m'inscrire. Ça consiste à en fait vendre des prestations de services. Ouais. Par exemple, à Titi Floris, on a fait du lavage de vous avez un client avec de véhicules. C'est rigolo. Mais tout le monde se connaît ici en fait. Là, on est en famille en fait. Là. En fait, c'est un repas de famille. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, j'attendais de servir. Le café arrive. Ça fait un moment que j'ai commandé. Donc avec Titi Floris, lavage de voiture, c'est ça? Lavage de voiture, on a lavé, ouais. Ils font plein de choses. Oui, beaucoup de choses. Ils nous ont prêté du matériel pour le lavage, tout ça. Ouais, c'est de l'entraide en fait. Ouais. Et du coup, suite à... Oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Juste pour revenir, c'est prestations de services pour les entreprises et pour les particuliers. Oui, pour les entreprises et pour les particuliers, les deux. Très diversifié. C'est vrai. Du coup, ma question, elle en suit. Quel projet avez-vous mené et du coup, en quoi il consiste? On a mis en place des comités RH, finance et le dernier c'était marketing. Moi j'étais dans RH parce que j'étais à ce moment-là en seconde bac pro gestion administration, donc c'était plus facile pour moi de m'occuper de la partie RH. Après tout, j'ai aidé ceux qui étaient en marketing parce que j'aime bien tout ce qui est prospection, faire des affiches. J'ai été aussi amené à créer le logo. Et tout ça, tous ces acteurs, tous ces comités, ça nous a permis de construire, l'ensemble de l'entité en fait. Il y avait combien d'élèves en fait à participer à ce projet? 12. 12, 12 d'accord. et répartis en 3 comités. D'accord, très bien. Et du coup, vous avez dû créer une structure un peu pour entreprendre, pour apprendre? Oui, on avait mis en place des conseils d'administration, on se voyait tous les jeudis pour organiser chaque semaine. On avait un planning, des horaires, tout était fait. Vous avez aussi fait d'autres projets au niveau de... Vous aviez des missions? Ouais. Comment? Des missions? Oui, on a eu un long contrat avec la ville de Saint-Herblain pour faire du désherbage. Et c'est tout, je pense. Ça vous a apporté quoi de faire du désherbage pendant un long contrat? De l'argent. Il y avait la chaleur et tout, mais ouais. On pensait au projet final. On ne calculait pas. Et ça a donné quoi comme résultat? Vous êtes DAF aussi, vous? DAF financière. Le résultat financier n'était pas exceptionnel, mais c'est pas ce que j'ai retenu de la CJS. Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment la partie où on a développé des compétences. Parce qu'à 16 ans ou 17 ans ou 18 ans, on n'est pas amené à aller rencontrer des professionnels, démarcher des contrats. Et vraiment, c'est ça que je retiens. Bon, je vais évidemment mettre les pieds dans le plat volontairement, mais est-ce que, avec le recul en termes de résultats pour aller dans votre idée, vous dites pas j'aurais dû peut-être trouver un emploi, quitte à ce que ça soit à temps partiel, l'énergie dépensée, le résultat financier aurait peut-être été plus intéressant? Ah non, je regrette pas du tout. Si je devrais faire le choix entre aller bosser et gagner le SMIC ou refaire la CJS, j'aurais fait la CJS. Ouais. C'est ce que vous en avez retiré en fait qui vous a... Ce que j'ai retiré, ouais. En quoi vous êtes différent aujourd'hui? Quand par exemple j'ai des entretiens de stage ou des entretiens pour un boulot et quand je leur présente mon CV, ils se disent waouh, à 19 ans tu... Ouais, il y a un effet waouh dans le CV et en entretien. Ouais. Évidemment. Vous comprenez ça, cet effet waouh, justement issu d'une expérience un petit peu particulière, d'une expérimentation particulière? Stéphanie? Genre j'ai fait une émission de radio avec David Rival. Par exemple. C'est l'effet waouh. Je sais pas. Je sais pas, Stéphanie. Ah oui, ça fait clairement la différence d'un CV à l'autre, ça apporte un plus. Non, c'est
positif. Tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait faire quelque chose de différent. De comme ça. waouh. Marion Parisot est animatrice pour ces coopératives jeunesse de service. À quoi on se forme? À être un salarié différent ou déjà un entrepreneur, peut-être pour créer son entreprise plus tard, ou tout simplement à entreprendre son parcours professionnel et personnel différemment? Déjà, je pense que c'est très différent en fonction de chaque jeune. Chaque jeune a déjà un parcours différent quand il arrive et cherche quelque chose à la fin qui est propre à chacun. Je pense que c'est surtout une expérience qui leur permet d'avoir une première expérience du monde du travail et d'avoir une vision un petit peu plus large de ce que peut être une entreprise, ce qui est rare en fait pour des jeunes de 16 ans. Et ça leur permet aussi d'avoir la réalité de comment est fixé un salaire, de comment sont fixés des prix. Enfin, en fait, ils voient aussi le monde derrière. Enfin, c'est pas juste ce qu'on voit en magasin où c'est comme ça. En fait, il y a toute une logique derrière. Quand on est propre acteur de son entreprise, on se rend compte de plein de choses. Et je pense que chacun, Romani est mieux placé que moi, mais chacun au final s'enrichit de ça. Et après, voilà. Presque il en voudra, mais en tout cas, nous, on n'est pas vraiment là pour les former, on est là pour leur apprendre des choses, pour les amener vers Vous êtes pas l'autonomie. là pour les former, mais pour leur apprendre. C'est-à-dire? Non, mais on n'est pas une école d'entrepreneurs. Ouais. Voilà. C'est une expérience propre à chacun, qui est un dispositif qui permet vraiment d'avoir une première vision du monde du travail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Voilà. Céline Dodin de la mission jeunesse de Saint-Herblain. On parlait de zone de confort tout à l'heure et puis on va en parler avec les étudiantes aussi parce que c'est la première chose qui vous est venue quand on a préparé cette émission. Ça veut dire quoi expérimenter? C'est d'abord sortir de sa zone de confort. C'est ça l'enjeu numéro 1 des coopératives jeunesse de service? Oui, et de permettre à des jeunes de 16 à 18 ans, j'y reviens, à avoir un premier emploi mais avec des valeurs de coopération. C'est vraiment ça qui est important dans ces Ah oui, on apprend GS. à travailler et ensemble. Et ensemble. C'est quoi le plus important? De travailler ensemble. De travailler ensemble, voilà. On ne fait pas de choix en fait là-dessus. Ouais. Et d'avancer ensemble, de prendre les décisions ensemble, une personne, une voix, comme disait Boris. Donc c'est ça la vraie richesse de l'expérience et de tirer les talents de chacun. Vous avez dû en observer des belles surprises. Des belles surprises, des révélations, des orientations aussi qui se définissent après une expérience comme celle-ci. Y compris parfois, quand on est une professionnelle de l'accompagnement comme c'est votre cas, on imagine des choses, voilà, ça c'est plutôt rangé à l'étage de la réflexion, qu'il faudrait tel dispositif d'accompagnement, notamment en matière de mobilité. Et puis en réalité, quand on met les gens en action, on observe que ils peuvent se débrouiller tout seuls. Complètement. Là, on expérimente une action avec 3 communes, Saint-Herblain, Rozay et Orvaux, sur l'accompagnement d'une entreprise coopérative éphémère. On avait, nous, animateurs professionnels, imaginé des choses où on se disait la mobilité chez les jeunes, c'est pas une évidence. Et finalement, on a été agréablement surpris de voir qu'ils n'avaient pas besoin de nous pour se déplacer, ou alors qu'ils faisaient appel à leurs collègues. Donc ça, c'est des belles surprises, effectivement. J'ai 16 ans, j'habite Saint-Herblain, je m'adresse au Carré des Services, bien sûr, la mission jeunesse de Saint-Herblain, Carré des Services, sur le quartier de Belleville. Tout à fait. Voilà. Et j'ai toutes les informations nécessaires. Les étudiants, je disais, je parlais de zone de confort, hein, s'agissant de ce thème d'expérimentation. Valentine, vous, c'est évident que ce terme de zone de confort, il s'attribue parfaitement au terme d'expérimentation s'agissant de l'emploi, en l'occurrence. Oui, moi je suis depuis peu dans une entreprise et j'ai dû... Vous êtes en alternance ? Non, c'est dans mon temps personnel en plus des cours. Et donc je suis dans une nouvelle entreprise et donc j'ai dû apprendre des nouveaux massages qu'on ne voyait pas forcément en cours et donc je sortais de ma zone de confort
je restais pas en fait sur mes bases qu'on apprend à l'école. Ça veut dire quoi sortir de sa zone de confort? Qu'est-ce qui se manifeste quand vous sortez de votre zone de confort? On essaye, on apprend des choses. Ça provoque quoi en vous? Alors, il y a un peu... on est content parce qu'on peut apprendre de nouvelles choses, mais en même temps, il y a aussi la peur de ne pas réussir, de pas pouvoir atteindre l'objectif qu'on veut atteindre aussi. Donc, voilà. Stéphanie, vous vous imposez de sortir de votre zone de confort. Ça, c'est une obligation. Oui, on le fait beaucoup d'une façon professionnelle dans la société d'aujourd'hui, on est obligé. Mais d'un point de vue personnel, je trouve que c'est aussi important de le faire. Donc j'ai décidé de vouloir... J'ai décidé. Exactement. Pour moi, c'est une vocation. Non, je rigole. Non, mais d'un point de vue personnel, s'obliger à faire des activités seul, d'essayer de s'engager, voilà, c'est très enrichissant. Donc voilà, moi j'essaye de le faire, même si c'est pas facile. Alors exemple, là on est vendredi, c'est la fin de la semaine en tout cas professionnelle. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine pour sortir de votre zone de confort? Alors, cette semaine, j'ai pas d'exemple puisque ça a été dans la zone de confort. Bon, à part produire une émission, ce qui est déjà pas mal. Participer à une radio, une émission de radio. L'expérience d'aujourd'hui? Ouais. Bon, et autrement? Ça vous parle, ça, quelqu'un qui, comme Stéphanie, votre collègue de formation, qui s'impose de sortir de sa zone de confort? Ça te parle? Ouais, je te vois hocher de la tête. Ouais. En quoi ça retentit? Moi, je trouve ça important déjà parce que ça permet, c'est un enrichissement personnel aussi. Enfin, je sais pas si c'est un peu de rapport, mais ça permet aussi d'enrichir sa vie parce que d'avoir une vie un peu platonique avec que des habitudes, je trouve pas ça hyper intéressant. Personnellement, c'est mon avis perso. Après, je sais qu'il y a des gens comme ça. Mais ouais, je trouve ça bien de changer ses habitudes. Ça peut être sur tout, ça peut être le matin. Mais il faut de la rigueur, il faut de la discipline aussi pour ça, quand on se lance ouais, dans voilà, je sais pas. Réagis, tu disais? Je disais le matin au petit déjeuner, prendre un jus de pamplemousse au lieu d'un jus d'orange. Waouh. C'est l'effet waouh. Là, c'est énorme. C'est waouh. C'est malade. Justine, parlez-nous de cette prise de décision en assez peu de temps, finalement, de quitter votre région pour venir faire vos études ici. Alors du coup, moi j'étais de Normandie et donc j'étais en études encore, mais j'ai décidé d'arrêter mon diplôme pour venir faire mon BTS à Nantes. Sauf que c'était pas du tout prévu forcément, donc en moins de 3 semaines, j'ai pris la décision de tout arrêter et de partir un peu dans l'inconnu en prenant contact notamment avec le CFA et Madame Martins qui m'a guidée un petit peu. Je suis d'abord venue un week-end sur Nantes pour déposer des CV, trouver une entreprise. Ça s'est fait très rapidement et donc tout s'est enchaîné. Et c'est ce que disait Mathilde, c'est un enrichissement personnel et c'est des risques à prendre parce qu'on a un peu d'appréhension, on ne sait pas trop où aller. Au final, dans mon cas, je ne le regrette pas. Expérimenter, c'est décider d'une façon différente de l'intention première, parce que j'ai l'impression que, en tout cas, quand vous nous avez raconté cette histoire-là en préparant l'émission, vous disiez que c'était pas si mental et réfléchi que ça. C'est comme si vos pieds vous guidaient ici sur Nantes. Ouais. Je savais qu'il fallait que je le fasse parce que, on va dire professionnellement parlant, c'est ce qui allait me permettre de réussir en quelque sorte à aller là où je veux aller par la suite. Mais après, c'est pas évident non plus de partir dans l'inconnu et de sortir de sa zone de confort. Tu t'es dit, moi aussi, je vais prendre du jus de pamplemousse. La gueudin. Voilà, faut avoir suivi quelques minutes auparavant. Voilà, celui qui est tombé pile poil là sur cet extrait-là, il a rien pigé. Expérimenter, c'est faire aussi l'expérience de l'éventuelle déception de son entourage. Déception dans un premier temps, dans le sens où forcément, dans mon cas, c'était un changement de situation un peu inattendu. Donc il y a eu de l'incompréhension de la part de ma famille, de mes parents. Après quelques discussions, après toutes les choses se sont éclaircies et maintenant quand on en reparle, ils voient bien que c'était pour la bonne chose, tout simplement. C'était pour la bonne cause, effectivement. On peut décevoir parfois son entourage quand on expérimente certaines choses, quand on se lance dans certaines voies, Nilsson. Bien sûr. Je me rappelle quand je disais aux copains, je vais me lancer dans l'humour.
Vous voyez le silence qu'il y a là c'était le même. Ils ont dit, mais depuis quand tu sais faire rire? Je dis, je sais pas, mais j'avais envie de me sentir bien. Et puis j'ai joué, et puis ils sont pas venus voir le spectacle. Et ils sont pas venus? Non, pas au début. Ils sont venus au moment où j'ai commencé à avoir quelques likes sur Facebook. Donc c'était... Et là j'ai dit, voyez, j'ai fait rire. Ils disaient, ah ouais, effectivement. Bah tiens, j'ai une blague. Et je dis, non, merci, tu peux garder ta blague et je vais faire les miennes, quoi. Vous l'avez mal vécu? Pardon? Vous l'avez mal vécu? Non, parce que j'étais tellement dans un état euphorique. L'entreprise, la création de quelque chose, tu as une adrénaline telle qu'on a une telle vitesse psychologique qu'on peut dire des choses, et bien des choses qu'on prend et des choses qu'on prend plus. Par exemple, quand on est dans la création pure, avant spectacle, avant de dire que je voulais devenir comédien, ils m'ont pas découragé, ils sont moqués de moi. Donc ça m'a oui, donné à ce point-là. Oui, mais ça m'a donné un défi en plus. Si c'était facile. Ça aurait pu vous décourager là. Oui, ça m'a découragé à mes premiers bides, mais après quand ça a commencé à marcher, je n'avais plus cette peur là. J'avais plus la peur d'être découragé. J'avais la peur d'être légitime dans ce qu'on faisait. Oui, parce qu'on entend tellement la peur d'être légitime. Bien sûr. Ça ressemble à la peur de réussir. Ça. En fait, oui, parce qu'on entend tellement de la part des gens. Est-ce que tu es capable? 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 Qu'à un moment où tu es en train de le faire et que les gens disent bravo, tu te dis mais en fait, est-ce que j'en suis capable en fait? C'est psychologique. On parle que de psychologie depuis le début de cette émission, c'est clair. Il n'y a pas des moments où il ne faudrait pas finalement expérimenter dans son coin, sans en parler à un entourage qui pourrait finalement prendre davantage peur que de trouver le juste recul nous permettant d'apporter la bienveillance nécessaire. Qui veut réagir à ça? Moi je veux bien. Allez-y. Moi je pense que c'est la pire erreur. D'expérimenter dans son coin et de ne pas en parler à son entourage? Oui. Mais si son entourage n'y croit pas comme ça a été votre cas, oui. ou est pétri de peur, et tu te rends pas compte, monter une boîte, non mais n'importe quoi. Mais c'est normal, ça va forger. Parce que si on est dans le pays des bisounours, et qu'on monte tout dans son coin, et qu'on se surprotège, et qu'à un moment donné, on est confronté, une fois qu'on croit que notre projet, notre produit ou notre création est au point et qu'on confronte au public, et on se rend compte que c'est pas ça, autant avoir dès le départ des objections, autant avoir dès le départ des gens qui vont freiner le projet. Et en fait, ça permet de faire deux choses. La première chose, ça permet de te poser la bonne question. Est-ce que tu es sûr que tu as envie d'aller plus loin? Donc déjà, ça passe cette première étape. Et la deuxième étape, c'est plus on m'envoie du venin, plus je développe des anticorps. Donc oui, mais ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont plus le prendre comme un affrontement et qui vont abandonner. Alors il faut savoir pourquoi on fait le projet. Et je pense que c'est le pourquoi qui fait tenir en fait. C'est comme lorsque, je vais prendre Martin Luther King, lorsqu'il s'est dit allez, je vais faire la marche. Et que tout le monde a dit mais attends, tu vas te faire tirer dessus. Il me dit I have a dream. Voilà, il s'est dit oui, certainement, oui, j'ai peur, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Et je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est que si tu le fais parce que toi tu as dit j'ai décidé de faire quelque chose pas pour voir comment créer un emploi plutôt que d'avoir un emploi. Et c'était à peu près ce que tu as dit. C'était l'idée, oui. C'était l'idée. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que pourquoi je le fais? Parce que j'ai envie de créer quelque chose, je n'ai pas envie de subir quelque chose. Et quand on est dans cette idée, bien sûr qu'il y aura des difficultés, bien sûr qu'il y aura des bâtons, mais quelque part, tant mieux. Plus tôt tu les prends. Il faut quand même être solide, Nilsson. Il faut quand même être solide. Parce que vous dites plus on a de venin et plus ça développe d'anticorps. Encore faut-il sortir de son lit terrassé par la maladie, si vous on poursuit cette métaphore. Je vais peut-être avoir une idée un peu arrêtée, mais à défaut d'avoir tort. Hein. Mais si je suis pas assez solide, ça veut dire que mon projet n'est pas solide. Ouais. Oui, c'est ça. En plus, ça permet, quand on a un projet et qu'on a l'aboutissement de ce projet, ça permet de le justifier aussi auprès des autres. Et comme ça, on a plus d'appui. Enfin, moi, c'est ce que je pense aussi. Il faut forcément en parler aux autres, puisque déjà, soit il va y avoir du soutien,
Et donc dans ce cas-là, on va forcément prendre ses aises pour se lancer dans ce projet-là. Et si on a des refus, et ça je suis tout à fait d'accord, si on a des refus, c'est peut-être qu'il faut justement retravailler sur ce projet. Et les critiques, c'est en règle générale toujours du positif. Parce que quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui voit des images dans sa tête, quelqu'un qui voit quelque chose de plus grand, qui dépasse ce qu'il voit actuellement, mais bien sûr, il a dans sa tête ce que les autres n'ont pas, ou du moins ne peuvent pas voir. Et donc, je peux te dire que dans ma tête, il y a une étincelle, mais tu ne peux pas savoir de quelle couleur est l'étincelle. Et si tu dis qu'elle est bleue, tu vas me dire, mais non, d'habitude, les étincelles ne sont pas de couleur bleue. Ben, je peux te dire que je peux te prouver que je peux travailler pour faire en sorte qu'elles deviennent bleues. Et ben, au début, ça sera ridicule. Mais le jour où je te montrerai qu'on peut avoir une étincelle bleue, de couleur bleue, tu vas dire, bah oui, en fait, c'est évident. C'est comme pour Google, c'est comme pour Apple, lorsque un homme a dit un jour, dans notre main, on va pouvoir avoir et pouvoir écouter de la musique, et pouvoir regarder des vidéos, et pouvoir téléphoner. Tout le monde a dit, mais regarde la taille des téléphones, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, c'est une évidence. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. La même chose pour Facebook. Quand quelqu'un dit, je vais créer un réseau social, à la base, c'est quelqu'un qui avait besoin d'amis. C'était tellement important pour lui qu'il a décidé de créer quelque chose. Il s'est dit, ça pourrait bien apporter quelque chose. Oui, et parce qu'il avait une motivation réelle et sérieuse, quoi. Je pense que c'est ça. Stéphanie. Après. Vous avez le micro? Non, c'était tout à l'heure que je peux le... Ah, c'est tout à l'heure, c'est trop tard. Là, ce n'est plus d'actualité. Qui a dit je veux bien? Moi, je veux bien oui, apporter juste un petit élément. Je crois que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Le petit élément supplémentaire, c'est peut-être qu'il faut se faire entourer. C'est-à-dire que pour peut-être enlever les barrières, voilà, des gens bienveillants. Si on ne trouve pas d'emblée d'appui dans son entourage dans un premier temps, il y a toujours des oreilles attentives. Il faut vraiment aller chercher de la compétence, se faire entourer, en parler, peut-être différemment. Et je crois que ça aide à poursuivre le projet. Ce qui me pose question, Nilsson, dans ce que vous disiez, c'est le côté un peu crash test. C'est-à-dire, l'idéal, c'est de s'en prendre quelques-unes dans la figure, et puis comme ça, on pourra mieux apprendre à se relever. Encore que moi je maintiens, est-ce qu'on peut vraiment toujours se relever? C'est pas simple, parce qu'il y en a certains qui vont dire, bon, finalement ça c'est pas pour moi, ça fait 2 fois que je prends une porte dans la figure, alors que s'ils avaient été accompagnés avec bienveillance et avec cette logique d'expérimentation, c'est-à-dire de montée en puissance et pas d'aboutissement d'un projet, c'est de ça dont on parle aussi. Là on expérimente des choses, on monte des petits trucs. Finalement, c'est la théorie des petits pas qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais peut-être que je me serais rendu compte que j'étais talentueux pour ça. Oui, voyez, mais tu as raison. C'est l'environnement qui fait, qui nous donne notre matière. J'ai toujours été très crash test en fait. C'est-à-dire que j'écris quelque chose, presque même pas. Je monte sur scène, j'ai fait de l'impro. J'ai mon conseiller artistique qui me dit ça marche. On retourne, on repotasse, on revient et puis alors on teste encore. Mais c'est le testing permanent, parce que si on ne teste pas, si on n'essaye pas, c'est très compliqué. Et puis c'est aussi facile de se dire, en fait, le fait d'être entouré, ça peut être un moteur hyper fort, mais ça peut être aussi un moteur destructeur, parce qu'en fait, on peut se dire que si on n'a pas réussi à faire telle ou telle chose, c'est parce que telle personne qui au début était dans le projet est partie. Regardez l'entreprise, il y en a 7 personnes qui se sont barrées. Ils ont continué. Et il y a l'entourage, mais il y a la qualité de l'entourage en fait. Parce que c'est pas forcément un échec qu'ils soient partis d'ailleurs. Je pense pas, parce que vu le nombre de personnes qui veulent acheter leur entreprise, j'en pense pas. Mais... c'est pas forcément l'échec qui sont partis, mais c'est... Non, mais c'est pas forcément un échec qu'ils soient partis. Ah non, ils sont peut-être partis pour autre chose, pour créer autre chose de différent. Ils sont surtout revenus. Pour s'épanouir autrement. Ils sont revenus? Ils sont revenus après. Vous les avez réembauchés? Tout le monde revient quand ça marche. On les a pris à l'essai et puis c'est passé. Est-ce qu'on n'est pas parfois dans quelque chose d'un petit peu démesuré? Tu montes un projet et puis ça doit donner quel résultat, hein? C'est un peu les questions d'ailleurs qui sont revenues à plusieurs reprises tout à l'heure. Alors qu'expérimenter, c'est se dire, je peux me tromper en permanence. Qui veut réagir? De toute façon, expérimenter, c'est prendre des risques. C'est prendre le risque que ça échoue à tout moment. On peut, monter un projet et se rendre compte qu'à quelques pas d'y arriver, au final, ça marche plus ou c'est un projet pourri.
Ça peut, c'est pour ça, pour moi, expérimenter, c'est prendre des risques. Il y a un écrivain, auteur que j'aime beaucoup, il n'est plus de ce monde, il s'appelle Dale Carnegie, il était souvent dans tout ce qui est formation, management, prise de parole en public. Et en fait, dans un de ses bouquins qui s'appelle « Comment éviter le stress et les préoccupations », mon livre de chevet. Comment éviter le stress et les préoccupations. C'est un livre génial. En fait, il explique, il y a une méthode, la méthode c'est en 3 étapes, envisager le pire. La deuxième étape, après envisager le pire, c'est pallier au pire. En gros, pallier au pire, c'est-à-dire on sait que ça va arriver de telle façon, ça va être catastrophique. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça me fasse pas trop mal? Et une fois qu'on a fait le deuil de ces 2 étapes, la 3e étape, c'est faire de son mieux pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que du coup, quand on a un projet, on ne se pose plus la question de se dire « et si ça ne marche pas ?» Parce qu'on sait déjà quoi faire si ça ne marche pas. Donc en gros, c'est ça. J'envisage le pire, je crée le plan d'action par rapport au pire, et puis le reste de mon énergie, je vais me consacrer à donner mon mieux, à faire de mon mieux. Ça vous parle, ça, les étudiantes? Moi, je trouve ça une façon un peu négative de voir les choses. On peut se dire tout de suite, ça va marcher, j'y crois, j'y vais à fond et je donne l'énergie pour. Alors que là, vous partez sur un principe de ça, dans la pire des situations. Et ça réduit la pression un peu, non? En fait, justement, c'est qu'en fait, ça a l'air pessimiste comme ça, mais en fait, c'est hyper salutaire. Parce que quand on envisage le pire et qu'on a créé des stratégies pour pallier à l'éventualité que ça ne marche pas, derrière, on a psychologiquement à lâcher prise. Et c'est pile poil ce qu'il faut pour entreprendre, pour aller plus loin. Parce que parfois, quand on est trop dedans et quand on se dit ça va marcher, bien sûr, ça va marcher. Mais si ça ne marche pas et qu'on n'a pas prévu tous les autres rebondissements, eh bien là... Un filet, quoi. Oui. Alors, filet de sécurité. On dit souvent, il faut toujours... C'est même pas un filet parce que... oui, on va dire que c'est un filet. Pas mieux. Parce qu'en fait, tout entrepreneur te dira, quand on saute, on n'a pas de filet. Boris. On n'a pas de filet, mais c'est pas un filet, c'est de la jugeote. C'est-à-dire que se dire, qu'est-ce que je peux faire au cas où ça ne marche pas. Boris Couillot, comment est-ce que vous lâchez prise, vous? D'abord, est-ce que ça arrive quand on dirige une société avec 1000 collaborateurs? Oui. Ah bah écoute, déjà je bois les paroles de Nilsson. Ah oui. Donc c'est vraiment, je partage totalement ce qu'il dit. En quoi vous buvez ces paroles? Qu'est-ce qui vous parle? Bah là, ce qu'il vient de dire, c'est effectivement c'est des choses que j'ai déjà entendues sous d'autres façons, mais qui sont la réalité et que j'expérimente moi-même très fréquemment. C'est-à-dire? Ah bah non, je vais pas répéter ce qu'il a dit non, mieux. On veut la sauce Boris. Non, par contre, je vais répondre à ta question. Sur lâcher prise. Sur lâcher prise. Parce qu'expérimenter, c'est lâcher prise aussi. Expérimenter, c'est justement aller dans des endroits inconnus. On parlait de zones de confort qu'on élargit. Et c'est assez peu mental, finalement. C'est instinctif, émotionnel. Lâcher prise? Oui. Lâcher prise, déjà essayer de gérer son emploi du temps pour ne pas faire que travailler tout le temps. Hein. Donc il faut avoir ces moments de respiration. Je ne suis pas un coach de développement personnel pour autant. Écoute, moi quand je reviens chez moi, je lâche assez vite prise, sauf quand il y a vraiment un problème très prenant. Mais c'est vrai que ça vient avec l'expérience. La respiration, ça permet de lâcher prise. Hein. Faut souffler, inspirer, souffler, tu vois. Allez, on prend tous un cours avec Boris Couillot de respiration. Non, pas du tout, mais le sport, un peu d'activité, sortir les copains. Nilsson, de lâcher prise? Oui, j'ai un cas concret, Festival d'Avignon l'année dernière. Donc, vous étiez en tant que comédien? Oui, 1300 spectacles par jour dans une ville qui est 2 fois plus petite que Saint-Herblain. Non, je déconne. Mais vraiment... À peine plus grand en fait. Hein, c'est vraiment très petit. Et donc, toute la journée, on donne des flyers. On fait du marketing, du street marketing. On donne des flyers, on communique. Et tu as l'impression, en fait, surtout quand c'est ton spectacle, tu as l'impression de vendre ton bébé. Et à chaque fois que quelqu'un dit non, tu as l'impression qu'on dit ton bébé est moche. Et donc je vends mon bébé est moche. Et du coup, c'est des gros engagements parce qu'on finance une salle. Il y a des il y a des vrais enjeux. Vous y allez pour vous faire repérer, évidemment. Bien sûr, mais du coup, ça a un coût.
Et au bout d'un moment, il y a cette tension, il y a ce côté, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche, et on oublie l'essentiel. On est tellement focalisé, j'étais tellement focalisé que du coup, le nombre de personnes dans ma salle baissait, ma méthodologie de flyer baissait, et ça se passait pas bien. Vraiment, même moi sur scène, on sentait que j'étais tendu. Première semaine comme ça, la deuxième semaine, et un jour, je dis, bon bah non, je joue pas aujourd'hui, je vais aller manger une glace, je vais aller visiter Avignon, je vais aller me balader. Je me suis baladé, je rencontrais des gens qui rigolaient, j'ai commencé à discuter avec eux, mais presque sans fly, quoi. Et je disais aux gens, si vous avez envie, vous allez là-bas, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Hein. Et j'étais tellement détendu parce que je me disais, je ne vends pas, je m'en fiche, quoi. Là, c'est juste, j'ai envie de respirer et de lâcher prise, de passer à autre chose. Et le mec du théâtre m'appelle en me disant, mais en fait, Nissan, là, on a beaucoup de réservations, il faut que tu joues. Et là, je dis, en fait... c'est quoi la morale ? La morale, en fait, c'est que parfois, il faut savoir lâcher prise pour avoir une vision d'ensemble plus grande, en fait. Ça veut dire quitter sa stratégie. Vous avez expérimenté quelque chose de différent. Oui, bien sûr. Vous avez quitté votre stratégie première. Bien sûr. Une stratégie évidente qui est écrite dans tous les livres de commercialisation. Là, c'était un spectacle, mais ça marcherait pour n'importe quelle entreprise. Où on vous dit, 1, il faut flyer, 2, il faut sourire aux gens. Parce que j'avais oublié dans cette méthodologie-là, et quand on a la tête dans le guidon, on l'oublie souvent, le côté humain, en fait. Le côté... la personne qui est en face de moi a ses problèmes. Je ne suis pas le centre de l'univers. Je ne suis qu'un grain de sable dans un désert, et que chaque personne est un grain de sable, et que par rapport à chaque personne, on est chacun l'épicentre de soi-même. Waouh. Bon. Et tu t'es ouvert, quoi. Voilà. Tu t'es ouvert. Voilà. Ouvert tes chakras, quoi. Et donc, ce n'est pas personnel si ils ne prennent pas mon flyer. Ils ont 1300 spectacles. Et quand je me suis mis à leur place... Ça fait 2 fois que vous nous citez un accord Toltec, quand même, depuis le début de cette émission. J'en lis beaucoup. Faire de son mieux et ne pas le prendre pour soi. Oui. Ne pas en faire une affaire personnelle. Vous connaissez les accords Toltec, les étudiants ? Vous connaissez ? Allez-y. Interrogation. Non, mais c'est un bouquin. Parole impeccable. C'est une civilisation plus ancienne que les Parole Aztèques qui avaient impeccable. compris déjà beaucoup de choses. Ne pas faire une affaire personnelle. Longtemps faire et de demi. son mieux. Voilà, faire de son mieux. Ne pas faire de suppositions. Voilà, pas de suppositions, mais plutôt imaginer un faisceau d'indices possibles. Et je reste persuadé que le lâcher prise, vraiment, ça apporte un plus. Et dans tout le travail et dans le business. Est-ce qu'expérimenter, c'est l'occasion de s'éloigner de sa stratégie mentale première, les lycéens spécialistes de l'entrepreneuriat ou les étudiantes en esthétique? Est-ce qu'on peut expérimenter et lâcher sa stratégie, son plan initial? Pour notre part, on évite de lâcher quand même. Enfin, sur le plan professionnel, on évite de trop, par exemple, un jour on a entreprise, on évite de se montrer trop absent parce que chaque îlot a besoin des autres. Si un s'en va, par exemple, service commercial, s'ils se disent on va aller se reposer un petit peu, du coup, moi, dans le service financier, je suis bloqué, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Le service production est bloqué parce qu'il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il faut produire, qu'est-ce qu'il ne faut pas produire. Se relâcher, c'est bien. Peut-être le faire en groupe pour une entreprise, pas le faire individuellement, parce que après, je vais peut-être dire une citation un peu banale, mais tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc si on commence à lâcher le groupe ralentit. Il ne s'agit pas de lâcher le groupe, il s'agit de se dire on avait prévu ça, et bien on va sortir de ce qu'on avait prévu pour peut-être imaginer quelque chose de complètement différent. Moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit parce que je trouve que de lâcher prise ça fait du bien. Ça permet de repartir sur une bonne base de travail justement, de faire ce qu'on avait prévu de faire. Parlez-nous d'une expérimentation qui a trait au lâcher prise chez vous. Moi je suis une passionnée d'équitation déjà, donc je sais très bien que quand le travail doit être fait, il va être fait. Mais par derrière, pour lâcher prise et laisser tomber, faire ce qu'on a envie de faire pour penser à rien du tout, ça fait énormément de bien pour repartir vraiment du bon point, repartir avec toutes les qualités, tout. Pas mieux, Tom. Quelle conviction vous avez, à présent que vous avez mené cette expérience tous les 4, que vous n'aviez pas avant? Aussi bien la mini-entreprise que la coopérative jeunesse de services Romani. Quelle est votre nouvelle conviction?
qu'est-ce que cette expérience nous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? On en a parlé tout à l'heure, mais de quoi est-ce que vous êtes désormais convaincu alors qu'avant vous ne l'étiez pas? Le travail de groupe, et comme Tom a dit tout à l'heure... Vous ne l'étiez pas avant? Non, non, pas vraiment. C'est vrai que des fois en classe, on a la possibilité de faire des travails de groupe. Je trouvais que tout seul, ça avançait plus vite. Et après, c'est vrai, comme Tom a dit, dès que quelqu'un dans le service est absent, c'est vrai qu'on le ressent sur le service concerné, mais également sur tous les autres services. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit que le travail de groupe est très important. Romani? Ouais, je voulais confirmer ce qu'il a dit. C'est vrai que c'est important de travailler en groupe. Moi aussi, je l'ai senti quand il y avait un absent ou que quelqu'un faisait pas bien sa tâche, ça a pesé sur ce qu'on a préparé. Et le travail de groupe, vraiment, c'est important. Nous avons réuni le club des grincheuses. Il va falloir vous grimer, le club des grincheuses, parce qu'évidemment, ce n'est pas Mathilde et Stéphanie, ce sont des grincheuses. Voilà. Ils vont s'adresser aux lycéens et à Romani, et puis à tous ceux qui souhaitent répondre, finalement. Vous avez le droit de faire les invités, vous avez le droit de faire les avocats des 4 en question, parce que ce sont des vraies grincheuses. La première grincheuse, elle a envie de dire quelque chose Ouais, j'ai envie. Qui ont expérimenté. Alors moi, j'ai donc une question. Vous auriez pas été mieux à faire de la théorie, juste comme tous les gens de votre âge, quoi? On y croit. C'est logique, puisque la plupart des lycéens de votre âge font de la théorie. La théorie, ça nous a appris quoi? À apprendre sur le papier. Nous, on a appris directement face aux clients. On a directement appris face aux vrais problèmes qu'on allait vraiment rencontrer. Pas des problèmes théoriques sur du papier. C'est la séquence BIM. Romani? Ouais, la pratique c'est toujours mieux. La théorie c'est des cours, c'est du magistral. Il n'y a pas de pratique dans la théorie, par contre il y a beaucoup de théorie dans la pratique. Une autre grincheuse? La Haute-Seu. Ouais. Quand même, expérimenter, c'est prendre le risque d'échouer gravement. Ça risque de fragiliser, et puis la confiance en soi, 0. Hein. Donc, comment vous réagissez à ça? Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, mon pote? C'est ce qui nous est arrivé pour le premier projet. On a expérimenté, on a claqué, mais on est remonté quand même. On a refait un produit, on s'est rebattu finalement. Comment est-ce que... Coralie, puis j'ai une question après. Moi, je peux dire justement, on en sort plus fier de se dire qu'on a réussi à... Là, on est au top de notre confiance et on n'a jamais été aussi mieux, je pense. Depuis la chute, le fait de remonter, c'est top. Donc, c'est que du bonheur. Comment est-ce que vous avez, après ce moment difficile où on peut facilement s'envoyer des poissons à la figure façon Astérix, on peut se faire des reproches, comment est-ce que vous travaillez sur vos besoins personnels au service du projet? On passe beaucoup de temps à se dire, tiens, voilà, ça c'est le meilleur produit, ça va cartonner, et donc de quoi a besoin ce produit-là? Et puis, qu'est-ce qu'il vient chercher chez moi en termes de capacité, de compétences? Mais le travail qui consiste à se dire t'es qui, moi je suis qui, et quelle est notre intention collective et notre intention individuelle, c'est pas toujours évident de le faire. Est-ce que vous l'avez fait? Et si oui, comment vous l'avez mené? On va envoyer une pub ou Jeanne Masse. Joker. Jeanne Masse peut-être. Est-ce que ce travail... Alors, si vous n'êtes pas en mesure de répondre, je vais demander à l'enseignante qui est derrière vous, Danielle Mével, comment est-ce qu'on travaille sur l'intention personnelle? Puisqu'on n'arrête pas de dire qu'entreprendre, mener un projet, c'est d'abord, avant tout et massivement une affaire de personnes. C'est donc par là qu'il faut commencer. Ils ont effectivement réussi au fur et à mesure à trouver leur place. Il y en a qui ont vraiment fait des productions super. Après, c'est vrai que travailler avec un groupe de 18, effectivement, c'est pas homogène, loin de là, l'implication. Mais moi, j'en retire que ceux qui vraiment ont voulu prendre leur part dans ce projet, je crois, ils ont trouvé leur compte et qu'ils apprennent, même si c'est pas sur leur mission à eux, mais ils apprennent de tous, quoi. Cette solidarité nécessaire quand même pour arriver au résultat final. Je crois que ça leur restera, j'espère. Et bien sûr. Une autre grincheuse? Oui.
Oui. Alors, vous en avez Ça s'arrête soufflé, jamais, les celle-là, Grinch. alors Ça s'arrête jamais. Elles ont Jamais, 10 jamais. pages de Grinch. Lâchez la meute. Alors, monter une entreprise à cet âge, donc c'est quand même encourager votre côté vénal. Donc, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est Bah, c'est les grincheuses. Hein. c'est l'appât du gain ou l'argent facile. Je peux défendre mes clients? Non, il n'y a pas de possibilité. La parole est à l'avocat. La parole est à la défense. Monsieur José. Merci maître, merci les avocats. Parti. On va remonter le tribunal des flagrants délires. Non mais on c'est parlait drôle, des projets. c'est drôle de toujours dire que chaque personne qui a envie d'entreprendre, bien sûr, c'est le côté vénal. C'est encore ce que je disais. Enfin, c'est vraiment le côté. Ouais, il n'y a pas que l'argent qui compte. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que l'argent qui compte. Mais à un moment donné, mon paquet de pâtes reste au prix de mon paquet de pâtes. Et si j'ai pas d'argent pour me payer mon paquet de pâtes, bah, je me paye pas mon paquet de pâtes. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas envie de gagner beaucoup d'argent, mais ils ont moins envie de se faire des bonnes carbonara. Doit-on les priver de se faire des bonnes carbonara? A-t-on le droit? A-t-on le Seulement. Robani, une réaction sur le les côté vénal, même si on l'a dit tout à l'heure, le résultat était peut-être pas forcément celui que vous aviez imaginé. Vous avez appris beaucoup de choses. Tu peux répéter la question? Ouais. Non, mais en plus, elle aime bien bon, son je rôle. refais pas la fin. Avec le même ton méprisant. Le même ton méprisant, ouais. Ouais, comment on l'a travaillé, la répète. Alors, ma question. Monter une entreprise à cet âge, donc c'est d'encourager votre côté vénal. En clair, est-ce que c'est l'âge pour apprendre à monter une entreprise? Parce que finalement, non mais c'est vrai que derrière le côté sketch évidemment de cette question, il y a une vraie question, celle de l'image que véhiculent les personnes qui entreprennent, qui réussissent, comme s'il fallait qu'elles s'excusent de gagner de l'argent. Franchement, je sais pas quoi répondre. Bah, en même Moi, temps. je vais essayer de répondre. Ouais, puis en même temps, Maurice. ouais. Ah ouais, je savais bien que le pro de l'économie non, sociale mais- et solidaire allait Alors, intervenir. c'est vrai qu'il y a un problème de société, c'est que la plupart des jeunes veulent devenir riches, voire très riches, millionnaires. Et ça, La plupart des jeunes. Alors, je suis Ah, d'accord avec toi dans ta attendez, défense. mais ils veulent pas- je suis mais ils veulent d'accord pas avec- bosser pour. Je suis La d'accord avec toi. plupart des dans- jeunes veulent devenir d'abord riches Bah, ou d'abord autre chose. il y a un phénomène de société quand même de plus en plus marqué autour de ça. Donc, je comprends que tu défendes le fait que c'est on entreprend, on gagne de l'argent, c'est bien. Après, il faut que ça reste dans des proportions je défends rien, je pose, mesurées. Donc, voilà, tout est une question. un pavé dans la mare. Tout est une question d'équilibre. Et effectivement, il faut poser les jalons dans le bon ordre. Voilà, on travaille, on a des idées, on travaille, on a un peu d'argent, on a un peu plus d'argent. Voilà. Mais l'objectif, il n'est pas de devenir millionnaire, il est de trouver sa place dans sa vie professionnelle et de. Mais trouver l'expérience son de Romani équilibre va en ce sens. C'est-à-dire que Romani, il a bien expliqué que les résultats n'ont pas été, d'un point de vue, n'ont pas été Exactement. financièrement exceptionnels. Pour autant, Belle illustration. tu referais exactement la même chose si tu avais le choix entre un salaire fixe et puis cette expérience-là, tu aurais pris cette expérience-là. Voilà. Donc, pour répondre un peu à la question, est-ce qu'entreprendre, c'est entretenir le côté vénal, le côté appât du gain? Bah non, c'est surtout, c'est entretenir quoi? L'envie. Construire des bases pour réussir. Voilà. Et si Voilà tu les fais filles. du pognon en passant, c'est pas grave. Oui, tu peux gratter un billet ou deux, on prend. Sylvie. Si on interroge, c'est vrai, les jeunes qui ont participé soit au CJS, soit à la mini-entreprise, je pense que c'est pas du tout ça qu'ils retiennent en fait. À moyen terme, c'est vraiment le projet, l'expérience. Voilà, c'est comme tu l'as très bien dit, enfin comme vous l'avez tous dit. Voilà, je les défends complètement. C'est pas du tout l'objectif. Mais ils ont le droit de retenir aussi mais ça ils ont et droit- que ça les Bien a sûr. peut-être, ça leur a donné un regard différent, plus décomplexé dans leur rapport à l'argent Tout à fait. aussi. Oui, oui. C'est pas à côté du projet. Hein. C'est je veux dire, le bénéfice, toute la partie financière, elle fait partie intégrante du projet. Donc ça, c'est clair. Mais quand on suit, on a une mesure d'impact sur la cohorte des mini-entreprises et sur plusieurs années, on voit que c'est pas du tout ça qui ressort au bout du compte, quoi. Donc l'effet est vraiment bénéfique. Voilà. Nelson. À 16 ans, je pense qu'on n'a pas beaucoup de leçons à tirer sur l'argent. Enfin, les jeunes voilà, ont déjà bien la valeur pécuniaire en tête. Oui. Oh oui. Je pense. Nelson. Et puis, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la plupart du temps, quand on commence... Dites non à ça. La plupart du temps, quand Refaites on commence... votre question. Hein? Je sais pas si vous serez d'accord. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Bon, non. A priori non, d'accord. Non, mais la plupart du temps, quand on fait un projet en mettant l'argent en premier, avec cette notion d'appât du gain, ça ne marche jamais. Enfin, ah bon? Non, On ça se marche plante. pas.
Ouais, un peu de À débat, moins là. de- Qui est contre à moins Les de faire du grincheuses, dropshipping, faites-nous mais du ça, c'est autre contre. chose. Ah, vous êtes contre Oui, tout à fait. Bon, qu'est-ce que je t'ai fait, moi, dans la vie pour mériter autant de... Hein et pas le prendre pour soi, on a dit. Ah oui, pas personnellement. Non, mais quelqu'un qui arrive dans la vie et qui n'a pas de sous, c'est vraiment difficile sa vie, toute la vie il a galéré. Oui. Donc du coup son objectif à lui c'est vraiment de ne pas se retrouver dans cette situation, il va tout mettre en œuvre pour. Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas mangé est quelqu'un et qui travaille pour avoir à manger est quelqu'un de vénal? Oui, mais sans parler de manger, après on voit des grands chefs d'entreprise. Mais tout commence par là. Prenons Maslow, la pyramide, les besoins. Pyramide de Maslow, les ça besoins veut de dire quelque base. chose? La pyramide de besoins. Le besoin de sécurité. On ne pense pas à l'argent. D'ailleurs, la plupart des philanthropiques, s'ils se permettent d'être philanthropiques et de penser à l'humain, c'est parce qu'ils ont assez d'argent pour penser à eux et pour pouvoir en donner. Quelqu'un qui n'a pas grand-chose, qui vit avec un RSA, certains donnent, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il est important en fait de comprendre la notion de appât du gain et la notion de stabilité et d'indépendance financière et juste aussi la notion de survie. Et par rapport à ça, tout le monde a le droit justement de vouloir chercher quelque chose de mieux pour soi. On revient à la logique d'expérimentation. Gardez le micro, Madame Grincheuse, avec une dernière hypothèse. Oui, alors ce serait plutôt pour les jeunes qu'on a eu parmi nous. Donc pour moi, entreprendre à votre âge... Prenez votre voix de grand-mère. Pardon? Prenez votre voix de grand-mère quand vous parlez des jeunes. Voilà. Et donc alors entreprendre à votre âge, c'est un peu trop tôt, je trouve. Quand on est jeune, on doit profiter de sa jeunesse. Elle n'est pas facile à défendre, cette hypothèse-là, quand même. Il n'y a même pas besoin d'avocat, là, à mon avis. Il n'a même pas écouté la question. Vous avez compris, vous? Bah non, c'est pas trop tôt justement parce que on commence à apprendre justement dans ces eaux-là une activité professionnelle. Donc là, on commence à apprendre justement ce qu'on va faire plus tard. Enfin, une partie de ce qu'on va faire plus tard. Moi, je préfère largement commencer à travailler et à entreprendre à 17-18 ans plutôt qu'à 30 ans et trouver ça plutôt assez dur et au final ne pas savoir comment faire alors que là, on est dans le tas dès le début. On a la possibilité d'avoir des enseignants qui vont être là derrière pour aussi nous aider. Ça va être beaucoup plus simple que de le faire après. Vous êtes convaincus, les grincheuses? Non? Si, j'aurais dû faire ça plus jeune. On s'approche de la fin de cette émission. Moi, je voudrais vous entendre, les étudiantes, par rapport au numérique. Est-ce que le numérique nous amène, nous pousse ou nous limite un petit peu dans la capacité à vivre des expériences? Parce qu'on est un peu à distance, hein. On peut finalement n'utiliser que les 5 doigts de sa main et puis penser qu'on vit des expériences en voyant tel ou tel clip, reportage, y compris extrait de spectacle. Mais est-ce que ça remplacera l'expérimentation d'aller voir, tiens, Nielsen par exemple, en spectacle? Et pendant que vous réfléchissez à la question, je refais une page de pub pour le spectacle de Nielsen. Nicolas, voilà. Est-ce que le numérique vous aide à expérimenter, vous limite dans l'expérimentation? Quel est votre point de vue là-dessus? Stéphanie? C'est compliqué Oui, quand non même. Ouais. Le numérique, on ne peut pas vraiment expérimenter par téléphone en voyant des vidéos. On n'est pas face à face avec notre objectif ou notre... je sais pas comment trop l'expliquer. Par exemple, pour un spectacle, en vidéo, on le voit, mais c'est pas pareil. C'est pas... il manque quelque chose. On n'a pas l'ambiance. Il n'y a pas l'ambiance. C'est pas la même Je chose. vais même aller plus loin, ne serait-ce qu'au cinéma, qui est déjà un outil aujourd'hui numérique. La différence entre regarder un super film chez soi, y compris sur un très grand écran, t'éteins la lumière, t'as tout, ça vaudra jamais la salle de cinéma. Non. On est d'accord? C'est l'ambiance, c'est pas la même esprit, c'est pas... Et pourtant, on a 2 outils numériques qui sont sensiblement identiques. Hein. Oui, mais on ne prend pas de risque avec les outils numériques. On prend pas de risque. Ah non, on reste chez soi, devant son écran ou sur les Est-ce qu'on sort de sa zone de confort? Est-ce qu'on prend non. des risques? Ah Parce que non. finalement, ce sont des notions qui sont adjacentes à la notion d'expérimentation dont on parle depuis maintenant le début de cette émission. Wilson?
je pense que les outils numériques d'aujourd'hui, notamment le marketing digital, c'est très important pour toute entreprise parce que ça met tout le monde au même niveau. Avant, il y a les gens, ils avaient de l'argent et avec cet argent, ils pouvaient se faire de la publicité télé, radio, bref. Aujourd'hui, le fait de pouvoir disposer, de créer son entreprise et de l'installer sur Internet, on s'ouvre au monde et puis surtout, ça crée aussi de l'honnêteté vis-à-vis des produits qu'on vend et qu'on achète. Parce que quelqu'un qui n'aime pas un produit, quelqu'un qui se sent trompé, cette personne peut laisser un commentaire, dire quelque chose, influencer, et un commentaire négatif par-ci, un commentaire négatif par-là, chose qu'auparavant on ne pouvait pas faire, chose qu'auparavant on ne pouvait pas parce que une compagnie aérienne qui fait du surbooking et qui met quelqu'un dehors à une époque, sans ces outils-là, on ne pouvait pas voir ces choses-là. Donc la compagnie était entre guillemets tranquille, alors qu'aujourd'hui on peut montrer via le numérique, via les réseaux sociaux, on peut montrer des choses qui ne vont pas dans différentes entreprises et là ça pousse l'opinion publique à réagir et du coup c'est très important et ça donne un vrai poids dans une entreprise qui fait correctement son travail et ça écarte les arnaqueurs. Enfin, il y en a aussi beaucoup d'arnaques, mais là-dessus ça peut être un outil très très important et très intéressant. Oui, mais c'est de la facilité aussi. Par exemple, quelqu'un qui veut trouver du travail, il va aller sur Internet, il va sur Indeed ou job, je sais pas quoi, il va chercher son travail, il va mettre postuler, envoyer le CV. Alors que se déplacer dans l'entreprise, c'est sortir de sa zone de confort, c'est aller voir l'entreprise, se déplacer dedans au lieu d'aller chercher sur Internet quel job est disponible pour moi. Je suis d'accord avec toi, mais la difficulté ne va pas se jouer là. Il sortira de sa zone de confort au moment où il devra passer l'entretien d'embauche. Parce que c'est bien de donner un CV. L'outil numérique va lui permettre uniquement de montrer à tout le monde ce qu'il sait faire. Mais après, il va falloir prouver qu'il sait le faire. Oui, il y a des entretiens d'embauche par téléphone aussi. Alors le problème ne vient pas forcément de la personne qui a demandé l'embauche, il vient de l'entreprise qui embauche des gens par téléphone. Et là, c'est très très grave. Est-ce que vous avez Snapchat ou des outils comme ça numériques? La plupart d'entre vous sont sur Snapchat, donc on a tendance à photographier puis à poster plein de choses à tout bout de champ. Est-ce qu'on est dans de l'expérimentation quand on fait ça? Quand on est dans le zapping, quand on est... on arrive sur un paysage, une expérience, quelle qu'elle soit, clac. Ah, Nilson José, ça fait longtemps que je voulais le rencontrer, clac, tac, terminé, puis je passe à autre chose. Est-ce qu'on est dans une logique d'expérimentation quand on fait ça selon vous? Pour moi, non, parce que pour moi, l'expérimentation, c'est aller voir les choses par nous-mêmes. Par exemple, c'est comme, je prends l'exemple d'une photo de voyage, elle est belle la photo, mais nous, on n'aura pas expérimenté parce qu'on ne sera pas allé voir de nous-mêmes en fait. Et ça rejoint un peu tout, parce que l'expérimentation, c'est voir soi-même, c'est pas se fier à l'avis des autres, c'est pas se fier au jugement des autres, c'est l'expérimentation. C'est vérifier par soi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Un autre avis? C'est un contact réel, que ce soit une photographie, ça va immortaliser la chose, mais on va pas la vivre, on va pas la ressentir, on va pas découvrir. Et c'est comme l'entretien d'embauche, c'est aller à... Et vous déjà, quand vous prenez une photo, vous croisez le célèbre Nilson José, clac, vous prenez une photo et puis vous passez à autre chose très rapidement, est-ce que vous êtes dans une logique d'expérimentation là, ou est-ce que vous vous laissez porter? Et en clair, ça parle de ça. Est-ce que vous vivez l'instant finalement? Non. Expérimenter, est-ce que c'est pas ça? C'est vivre l'instant. La vivre, c'est pas la vivre à travers son smartphone ou autre. Enfin, faut y aller au devant, mais... Alors comment vous faites, vous, pour aller au devant? Outre le fait de quitter votre région, vous en avez parlé tout à l'heure, pour vivre des choses différentes ailleurs en venant faire vos études ici. Comment vous faites pour vivre les choses? Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir le poser et faire sa vie tout simplement sans se préoccuper du portable, du paraître qu'on peut renvoyer à travers ça et sans s'occuper des autres, parce qu'au final, quand on est tout le temps avec notre portable sur Snapchat, Instagram, Facebook, c'est pour montrer aux autres ce qu'on fait et les faire partager, mais au final, nous, on ne vit pas réellement. On veut juste montrer une bonne image. On enrichit d'abord son ego en faisant ça, ouais. Mais on ne s'occupe pas tellement de soi. C'est bien, vous faites des transitions pour l'émission prochaine du mois d'octobre. C'est parfait, vous revenez quand vous voulez.
puis moi je considère que expérimenter ça va passer par plusieurs étapes. Et le problème d'une photographie ou le problème des réseaux sociaux, c'est qu'en règle générale c'est figé sur un instant présent. Et expérimenter ça passe par différentes étapes, ça passe par différentes émotions qu'on ne peut pas ressentir, qu'on ne peut pas retranscrire avec je sais pas, un tweet sur Twitter ou avec une photo sur Snapchat. Expérimenter, c'est ressentir. Expérimenter, Ça- c'est vivre l'instant. Ça passe par les émotions. Et même si les émoticônes existent, ça ne reflète pas ce qu'on ressent réellement et ça fiche trop en fait. Ben oui, forcément. On termine avec un jingle, tiens, si vous voulez bien, c'est l'instant Big Flo et Oli. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Sylvie, vous connaissez ça? Oui, tout à Ouais, fait. vous connaissez, voilà, victoire de la musique, chanson de l'année, je crois, en ce début 2018. Vous avez tous dansé là-dessus. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, finalement, il aurait dû expérimenter. C'est ça que ça nous dit, cette chanson-là. Boris, il vient de capter. Racontez-nous, les trois invités, une fierté d'avoir agi sans réfléchir. Vous avez expérimenté, vous avez coupé votre cerveau. C'est pas mal ça d'ailleurs, vous qui devez connaître le track, j'imagine, Nilsson, en tant que comédien, vous êtes traqueux comme tout bon comédien. Couper son cerveau. Mais là, par exemple, c'est fait. Déjà, depuis tout à l'heure, Il est en pilote automatique Je suis en depuis tout à pilote l'heure. automatique. Ah ben c'est pour ça que vous êtes passionnant alors. Quand on se lance dans un parc d'attractions, la sensation, on réfléchit pas, faut qu'on y aille. Là, il y a pas le Ça sent le vécu, là. Ouais. Une fierté d'avoir agi sans réfléchir. Vous avez expérimenté, vous n'avez pas trop réfléchi, vous avez laissé votre cerveau analytique. Ah ouais, non mais Céline Dodin, voilà, qui est hors champ de caméra, fait balèze la question. Genre, j'aurais pas aimé qu'on me la pose, et en même temps. À chaque émission, tu l'as fait cette question? Ah bah on en fait des comme ça, ouais. Ah bon, Ouais, à d'accord. chaque fois. Vous reviendrez alors. Vous en avez une? Je vais te répondre que je suis assez impulsif d'une façon générale, donc ça m'arrive très souvent Pareil, du coup, d'agir comme cela. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a tous un capital expérience, un capital humain, des compétences, et du coup, ça s'appuie sur ce savoir-faire, savoir-être qu'on a, sur notre éducation. Et donc en fait, à la fois on a l'impression que c'est impulsif, puis à la fois c'est le cerveau qu'on a plus profond de nous-mêmes qui pilote quand même derrière tout ça. Donc c'est hyper dur de dire qu'à un moment donné, j'ai complètement arrêté de réfléchir finalement. Parce que même si on a l'impression qu'on a arrêté de réfléchir, on a quand même derrière en soi tout notre être qui réagit. Qui est éveillé. Hein, Sylvie, je t'ai collé sur la philo de la question. Non, j'étais en train de me dire, là il m'inspire 10 autres questions, mais on n'a plus le temps. Question donc, compliquée, réponse compliquée. On vous réinvitera, c'est pas un problème. Sylvie Medec? Alors moi, c'est vrai que de par ma formation de prof de maths, je suis plutôt analytique. Ouais. Ah, c'est bien. Et on a les deux versants là. On a l'analytique, l'artiste, et puis entre les deux. Et finalement, l'expérimentation, c'est peut-être laisser plus émerger les émotions dans ma vie professionnelle. J'avais jamais eu ça dans mon ancienne vie, et c'est peut-être ça mon expérimentation. Mais j'ai pas d'exemple à donner, mais j'essaye de. C'est ça qui a changé voilà, pour vous. C'est ça. Ouais. Nilsson. Et puis la question d'après, préparez-la. Qu'est-ce que vous avez appris en expérimentant cette émission avec nos invités? Agir sans réfléchir, je l'ai fait plusieurs fois. Une des fois, c'était monter un spectacle avec un copain en 3 mois. Parce qu'on devait monter un truc, on devait monter un spectacle. Alors on l'a fait alors qu'on ne savait pas du tout si ça allait marcher. On ne savait pas du tout si les gens allaient être dans la salle. On ne savait pas du tout même s'il allait être drôle en fait, le spectacle. Parce que voilà, on s'est dit, allez on le fait, faut qu'on y aille quoi. Et grosse fierté, moi la plus grosse, d'avoir quitté ce que je n'aimais pas pour faire ce que je voulais faire. Votre vie d'avant, et pour connaître votre vie d'avant, eh bien on regardera l'interview que nous avons réalisée de vous tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez appris en expérimentant ce format d'émission et en rencontrant nos invités? L'utilisation des micros. Ouais. Vous avez appris à devenir grincheuse pour de faux. Vous avez appris à devenir grincheuse pour de faux.
Pour de faux Ouais. Je suis Pour de pas vrai. sûre. Ah bon Qui veut réagir? Qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette expérience? Parce que cette expérience, c'était une émission, ça c'est ce que vous voyez, puis c'est aussi une formation. C'est d'abord une formation. On a appris à gérer le stress, je pense. Le stress de parler devant tout le monde, de poser des questions sans bafouiller. Qu'est-ce que vous avez appris de nos invités aujourd'hui? Elle est pas facile celle-là en direct. Merci, je me sens. C'était pas noté. On s'en va là. C'était pas noté. À un moment donné. Non, avec la volonté, je pense qu'on peut aller très loin, faire beaucoup de choses et ça donne envie. Et ça donne envie d'agir, d'expérimenter. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. 2 citations pour terminer. Jouer, c'est expérimenter le hasard. C'est un poète allemand qui s'appelait Novalis qui disait ça. Jouer, c'est expérimenter le hasard. Elle est jolie, celle-ci. Oui. Et puis la deuxième, la démocratie est le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres, qui ont pu être expérimentés dans l'histoire. Winston Churchill. On en reparlera dans la prochaine émission. Tous égaux, EGO, EGAUX, la rencontre entre le moi et l'égalité en entreprise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Un grand bravo aux étudiantes en esthétique du CFA, esthétique et coiffure de Saint-Herblain. Un grand merci à nos 3 invités, Sylvie Madec, Nilson José, Boris Couillot. Merci aux 4 invités pros de l'expérimentation, à leurs enseignants également. Heureusement qu'il y a des enseignants qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui justement vont chercher des façons différentes de connecter les études avec la réalité du monde de l'entreprise. Et surtout qu'ils ne disent pas « Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue !» Ça sent les vieux dossiers. Merci à Soline Dedin de la ville de Saint-Herblain, Olivier Josse, merci à Kevin Roland, Nicolas Lesseg et Del Le Breton aux caméras, Ludovic Leray bien sûr et toute son équipe de la galerie d'Atlantis Le Centre de nous accueillir. Merci Rodolphe Collet. Avec plaisir David. Travaillez votre ego. Oui, toujours. Voilà. À travers l'expérimentation. On va mélanger les deux. Voilà, on va mélanger les deux. Rendez-vous en tout cas au mois d'octobre pour parler de ça. Le 19 octobre précisément. À très bientôt dans Réussir. Salut. Réussir. Bravo les gars. L'émission qui donne envie d'agir.